Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Arkham, ça faisait un petit moment. Et cette fois-ci sur le scénario Les confins de la Terre. Et donc j'avais fait cette petite campagne avec un camarade de jeu. Et donc je m'étais dit qu'il était peut-être temps d'y retourner sur cette campagne avec cette fois-ci un petit investigateur solo. Alors, sur l'investigation solo, c'est un mode de jeu qui est très spécifique parce qu'il faut trouver un investigateur qui ait des capacités à la fois de combat, d'enquête et éventuellement d'esquive, parce que des fois c'est compliqué. Donc, j'ai déjà fait des parties solo où dans le scénario, je me retrouve bloqué et dramatiquement éliminé sans pouvoir faire quelque chose. Donc des fois, ça peut vite déraper dans un scénario solo où on subit vraiment le scénario, les cartes ne sortent pas, plein de choses ne sortent pas. Et donc là, j'ai essayé de prendre un polyvalent du début de jeu, Ashcan Pitt, donc un aventurier qui se balade avec son chien, donc qui a la particularité d'avoir un compagnon qui est Duke, son chien, et qui lui permet en fait d'être assez polyvalent, sous réserve qu'il ne meure pas, ou qu'il ne soit pas... Enfin voilà, qu'il ne lui arrive pas trop de bricoles. Donc Ashcan Pitt, il se caractérise surtout par sa volonté qui est plutôt bonne, je ne vais pas dire grosse quand même, qui a 4, donc qui permet éventuellement de faire des choses. Et par contre, il est assez médiocre en investigation et en combat, et il est un peu correct en esquive, ce qui peut parfois sauver la vie, ce petit 3. Voilà. Sinon, voilà, son gameplay est essentiellement basé sur Duke, qui lui permet de faire une action par tour, enfin une action, après il est incliné, soit de combattre avec une base de 4, soit d'enquêter avec une base de 4. Donc en plus, l'enquête, ça c'est fondamental, cette enquête se fait avec une possibilité de déplacement avant. Alors, dans certains scénarios, ça peut être assez dramatique, mais ça fait gagner une action potentiellement si c'est bien rythmé. Voilà, alors sur la construction du paquet de Ashcan Pitt, vous voyez, il a toutes les cartes survivantes niveau 5 et 5 cartes de niveau 0 pris dans n'importe quel paquet. Donc ça veut dire que c'est un deck assez contraint et qui permet à la fois de faire pas mal de possibilités vu qu'on est ouvert à tout. Donc là, vous voyez la première carte, qui est une carte de mystique, qui est donc une carte, je dirais, de combat. Et avec ça, j'ai fait une construction. Alors, c'est pas une construction d'expert, clairement pas, parce que j'ai pris un peu de tout. Alors, avec une contrainte de ne prendre que les cartes du jeu de base, éventuellement les renouveaux de Carcosa et de la Nuit de la Zélatrice, donc les 3 premiers renouveaux éventuellement, je ne sais pas si je les ai mis, mais voilà. Un deck contraint par, on va dire, Dunwich et Carcosa. Donc pour balayer les cartes, mais je mettrai la liste sur le descriptif. Donc vous voyez tout de suite, là il y a un flétrissement. Donc ça a été pris, là normalement je l'ai pris en double, le flétrissement. Donc ça fait partie des 5 cartes. D'ailleurs, je vais vous les mettre de côté directement, comme ça vous allez voir un peu quel est l'esprit. Voilà, donc les 5 cartes de construction, où je les garde en teasing pour la fin, voilà. Donc sinon, voilà, pour la construction du deck survivant, donc j'ai pris un peu de tout, donc c'est pas très malin. J'ai pris un peu des cartes pour être très polyvalent. Alors généralement quand on est très polyvalent, on n'est pas très efficace, mais tant pis, voilà, j'ai pris le risque. Donc j'ai pris évidemment la hache d'incendie que j'ai pris en 2 fois, 2 manteaux de cuir. Alors un seul cacher son jeu, donc je me dis bon voilà, ça tombe, on essaiera de s'adapter, ça tombe pas, on le jouera en carte compétence. Pareil pour récup, j'en ai mis qu'un parce que de toute façon il fallait faire des choix, donc une récup, en sachant que si la récup arrive en fin de jeu, c'est pas la peine de le jouer quoi. Mais voilà, c'est pas une carte fondamentale, tout comme cacher son jeu, c'est pas une construction très important. J'ai pris 2 fois regarder ce que j'ai trouvé, alors parce que à la fois ça permet d'avoir un petit bonus en intelligence et ça permet éventuellement dans les moments où il faut récupérer et où on peut récupérer, on va dire 2 indices, voire même un seul. Donc voilà, le dégourdi qui permet de faire un récupérer éventuellement, parce que c'est pas dit qu'on réussit le test, de récupérer une carte, donc ça peut être souvent un chanceux ou une carte, vous voyez, que j'ai mis qu'une seule fois. Voilà, Peter Sylvette, là je l'ai mis en double, faut pas déconner. Lampe torche x2 aussi. La batte de baseball, je l'ai mis qu'en un seul exemplaire parce que j'ai pris pas mal de flétrissements comme vous avez pu le voir.
Ensuite, deuxième âge d'incendie, évidemment. Deux pattes de lapin, parce que de toute façon, je vais essayer de faire tourner le deck. Donc, c'était un peu l'idée. Je me dis finalement, si... Alors, je vais échouer. Alors, vu que c'est pas un deck très optimisé, il y aura beaucoup d'échecs, ça c'est sûr. Et donc, il y aura potentiellement des moyens de tirer des cartes. Donc, chanceux, ça c'est en 2 exemplaires. C'est une carte très importante. De courage inattendu, pareil, parce que c'est une carte très polyvalente et ça me servira forcément. J'ai mis un perception, voilà, bon, c'était une carte qui n'est pas forcément utile ou pas, mais si ça peut me faire gagner un indice, ça peut être pas mal. Alors, une carte aussi originale, c'est la carte journal. Elle est particulièrement adaptée au premier scénario de glace et de mort. Donc ça, c'est vrai que quand on connaît un petit peu les scénarios, cette carte, effectivement, elle est très utile. Alors, je l'ai mis qu'une seule fois, donc ça sera un peu du hasard, mais... si je la sors ou pas, mais voilà, si elle tombe, tant mieux, on verra. Ce surpassé, je l'ai mis parce qu'en fait, c'est lié à l'idée que bah, j'aimerais bien peut-être parfois augmenter ma volonté pour lancer mes sorts. Et bah, la Dex, des fois, ça peut servir sur des esquives. Alors, bon, c'est une carte discutable parce que sinon, il faut la mettre 2 fois, il faut avoir un build très dédié, mais voilà. J'ai un deck très polyvalent, trop. Alors, frapper au filet aussi, c'est une carte marrante. Mais a priori, elle n'est pas très utile dans Ashcan Pit parce que, vous voyez, il ne va pas prendre forcément beaucoup d'horreur. Il a un seuil de santé mentale qui est relativement faible. Mais je trouve la carte déjà assez puissante. Vraiment, elle est très puissante puisque c'est jusqu'à la fin du round. Donc si je dois me combattre ou éviter en fin de jeu, ça peut être vraiment une très bonne carte. Pas trop cher en plus. Donc je peux taper, esquiver, donc c'est pas mal, hein. Parce que c'est jusqu'à la fin du round, il y a un bonus, quoi. À la fois en combat et en agilité, donc c'est une très bonne carte. Donc ça, c'était en double, ça c'est le basique, là c'est les cartes en double. Alors un seul précieux souvenir, voilà, je l'ai en début de jeu, je le joue, sinon je le jouerai en... On verra, voilà, c'est pas pareil, c'est pas des très optimisés non plus. Et le deuxième, regardez ce que j'ai trouvé. J'avoue que la classe survivante, c'est pas ma classe favorite. Je la trouve sympathique à jouer à 2 ou à 3. En solo, je trouve plutôt compliqué à jouer dans le sens où il faut vraiment bien se spécialiser, ce que je n'ai pas fait. Et en même temps, les cartes d'amélioration, je les trouve pas super balèzes. Autant dans le gardien, on a vraiment des armes très puissantes, chez le mystique aussi, parfois aussi sur comment dire, le chercheur, et pareil chez le voleur. Donc là, c'est vrai que les cartes d'augmentation ne me paraissent pas super dingues, mais bon, je vais faire pour. Alors pareil, hein, une bonne construction de deck, normalement, ça passe aussi par une projection sur comment dire, une bonne projection sur le futur, hein. Donc il faut construire son deck avec 20 ou 30 XP et voir comment vous allez progresser. Chose que j'ai absolument pas faite et donc il y a une erreur. Et sinon, les 5 cartes supplémentaires que j'ai pris, alors je le répète, hein, j'ai pris uniquement sur du Carcosa et du Dunwich, donc là on retrouve un petit peu cet agencement. Donc j'ai pris 2 flétrissements parce que c'est une très bonne carte de combat en plus qui n'utilise pas de main. Donc ça me permettra de taper à 4, éventuellement faire 2 dégâts. Donc si je prends de l'horreur, c'est pas très grave parce que j'ai Ashcan Pit. Donc ça c'est une carte très puissante. Après vous êtes déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné, vous avez +2 à votre prochain test de compétence. Donc ça sera souvent de l'enquête, mais voilà, ça peut être vraiment très puissant quand c'est placé. Un rituel de recherche pour trouver des indices, toujours dans l'optique, le nerf de la guerre, c'est vraiment trouver des enquêtes. Et un loup solitaire pour gagner de la ressource éventuellement. Donc bon, éventuellement un peu de dex au cas où, mais voilà. Bon, c'est une petite construction que je me suis faite. C'est plus un paquet plaisir, voilà. Où j'aurai des cartes qui vont venir au bonheur la chance et je ferai avec. Donc voilà, c'est le petit plaisir. Alors il ne me reste plus qu'à prendre peut-être aussi voilà, une faiblesse. Et puis après, je vais attaquer, on va dire, le prologue sur la lecture ambiance du jeu. Voilà. Donc, j'ai souhaité, je le ferai en 2 vidéos, comme ça, ceux qui veulent directement rentrer dans la partie scénario pourront directement, et puis ceux qui veulent le texte d'ambiance, la lecture, etc., et la construction du deck et quelques considérations, ils pourront directement voilà, passer sur la suite. Voilà.
Alors, ça c'est bon, c'est une carte du jeu de base. Donc, après avoir subi au moins une horreur, subissez un dégât direct. Donc ça, c'est un peu moins méchant que certaines autres. Mais parce qu'on peut éventuellement la gérer sur un ou deux tours. Mais voilà, donc ça prend deux tours, ça bouffe une action. Donc voilà, c'est pas un truc catastrophique. Il faut éviter de la tirer évidemment. Donc ça, voilà. Ensuite, de glace et de mort. Donc ça, c'est le premier scénario des confins de la Terre. Donc on retrouve quand même avec plaisir je dirais le carnet. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est une belle avancée technologique, si j'ose dire. Donc le backbuilding a été fait. Et donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le sujet. Voilà, en sachant que j'ai eu le petit plaisir, on va dire, de m'imprimer ça, ce que j'ai retrouvé. Alors j'essaierai peut-être de mettre le lien pour que vous l'avez. Alors pour l'instant c'est qu'en anglais, mais voilà, c'est le recto verso. Alors, je crois qu'on peut moi je l'ai édité directement, mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Est-ce qu'il est en anglais? Ouais, c'est bizarre. Oui, j'avais dû le sortir en anglais directement pour éviter de me trimballer le truc, quoi. Mais voilà, je l'avais trouvé aussi plus facile. Vu que c'est un PDF, on peut l'imprimer directement plutôt que se trimballer avec son paquet. Voilà. C'est parti, hein. Alors juste avant de démarrer la lecture, voilà, ça c'est pour ceux qui aiment l'ambiance et la contextualisation. Je vous recommande à nouveau, hein, je le fais à chaque fois, tant pis, hein, mais la lecture vraiment de la nouvelle, hein, qui est vraiment très très bonne. Et évidemment, cette narration se situe après la nouvelle, donc finalement ça ne vous spoile rien si vous ne l'avez pas encore lu ou si vous allez le lire. En tout cas, même en ayant lu la nouvelle, on découvre des choses, c'est une autre ambiance, etc. Après, effectivement, faire le jeu, ça vous permettra de... Alors, l'avantage d'avoir lu la nouvelle, c'est que vous comprendrez qui sont les personnages. Il y a deux personnages récurrents que, effectivement, vous connaissez. Ça vous permettra de retrouver les lieux que vous avez lus dans la nouvelle. Si vous lisez la nouvelle après, effectivement, vous comprendrez ce qui est arrivé finalement à Dyer et à son équipe. Voilà. Donc sur ce, je crois qu'on peut commencer. Alors je vais essayer de lire depuis le début. Il y a beaucoup de textes. Alors là encore, beaucoup de textes. C'est un peu atypique. Enfin, c'est pas atypique, mais cette fois-ci, ils ont vraiment mis un gros accent sur la narration en début de partie. Donc c'est une narration qui est relativement longue. Je pense qu'il y en aura pour 10-15 minutes au moins, donc je préviens. Je sais que parmi ceux qui jouent à Arkham, certains attachent beaucoup d'importance à la narration, d'autres sont un peu plus dans le côté mécanique. Donc voilà, j'aurais fait la vidéo sans la narration, certains me l'auraient reproché. Maintenant, ça explique pourquoi je vous le fais en deux fois. Voilà, écoutez, on peut y aller. C'est la bonne. Prologue. Je suis obligé d'intervenir parce que des hommes de science ont refusé de suivre mes avis sans en connaître les motifs. C'est tout à fait contre mon gré que j'expose mes raisons de combattre le projet d'invasion de l'Antarctique, vaste chasse aux fossiles avec forage sur une grande échelle et fusion de l'ancienne calotte glaciaire. Et je suis d'autant plus réticent que ma mise en garde risque d'être vaine. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Pourtant, si je supprimais ce qui me semblera inconcevable et extravagant, il ne resterait plus rien. Donc ça, c'est l'extrait des Montagnes hallucinées, donc de la fameuse nouvelle. Prologue 1. Vous comprenez à présent, n'est-ce pas, pourquoi cette expédition doit être arrêtée? Le professeur William Dyer est assis à son bureau en face de vous. Le bureau en question est recouvert de papiers académiques et autres journaux scientifiques, y compris le propre compte-rendu de Dyer de son voyage en Antarctique. Jusqu'à la publication de ce rapport révisé, la prétendue vérité, la dernière expédition scientifique vers l'Antarctique n'avait apporté que peu de découvertes scientifiques. À la demande de Dyer, vous avez lu ce nouveau rapport de ce qui est véritablement arrivé par-delà ces montagnes hallucinées, comme il les a surnommées. Sans les photographies et les croquis qui accompagnaient ce rapport, vous n'en auriez pas cru un mot. Des preuves de mutilation, des corps disséqués, des tombes de neige à 5 branches, d'étranges spécimens découverts à demi enfouis sous la glace et, pour finir, des photographies aériennes de fameux sommets noirs décrits par Dyer. Dyer a fait appel à vous pour vous aider à convaincre ses collègues d'abandonner les prochaines expéditions. Son étudiant, Danforth, le seul autre membre de l'expédition à avoir atteint la cité de pierre extraterrestre décrite dans le rapport Dyer,
fait les 100 pas devant l'entrée du bureau de Dyer en marmonnant dans sa barbe pendant que vous écoutez cet étrange conte. Vous ne savez toujours pas quoi penser de tout ceci. D'un côté, les inquiétudes de Dyer semblent légitimes et son compte-rendu est si détaillé et précis que vous le pensez authentique. D'un autre côté, rien de tout cela ne peut être vrai. Une antique cité de glace bâtie par des êtres antédiluviens. Des prétendues choses très anciennes, comment croire de telles inepties? Danforth grommelle quelque chose à propos d'un gouffre noir sans nom, tandis que vous reposez le rapport Dyer sur son bureau. Le professeur vous fixe de ses yeux injectés de sang. « Alors » demande-t-il. « Nous aiderez-vous à arrêter cette folie? Leur ferez-vous entendre raison ?» L'investigateur principal choisit une option. Bon, alors vous avez deux options. L'option 1, c'est « Je vous crois ». Mais si ce que vous dites est vrai, ne devrions-nous pas justement aller examiner ces découvertes plus en détail? Et l'option 2, je suis désolé, mais cela me semble trop fou pour être vrai. Donc, Ashcan, quel genre d'homme est-ce? Eh bien, vous avez un petit texte narratif. Et donc, dans son petit texte narratif, on peut se dire que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Voilà, qui a de la volonté, qui est curieux et qui n'hésite pas à aller explorer les choses. Donc, il me semble que la première option sera la bonne. Et donc, je vous crois, mais si ce que vous dites est vrai, ne devrions-nous pas justement aller examiner ces découvertes plus en détail? Continue au prologue 2. Prologue 2. D'ailleurs, pousse un long soupir. Je suppose que j'aurais répondu la même chose autrefois. Mais maintenant, après tout ce que j'ai vu, un tremblement parcourt le corps prématurément vieilli de l'homme. Vous vous aventurez sur un terrain auquel l'humanité n'appartient pas. Je commence à croire que des savants tels que nous ne peuvent continuer à sonder les profondeurs de la science jusqu'à ce que nous soyons anéantis parce que nous avons découvert. Ou parce qu'il nous a découvert, lance Danforth depuis la porte. D'ailleurs, jette un regard à son étudiant, scrutant son expression, puis se tourne à nouveau vers vous. Si vous participez à cette expédition avec le docteur Kensler, la plupart d'entre vous ne reviendront pas. Vous vous en rendez compte? Vous lui expliquez que, bien que le voyage soit effectivement source de danger, le docteur Amy Kensler, la scientifique qui dirige cette nouvelle expédition en Antarctique, a pris toutes les précautions pour s'assurer qu'elle ne subisse pas le même sort que celle de Dyer. Plus important, il s'agit de la seule manière de comprendre la menace à laquelle ont été confrontés et de préparer un moyen de contrer cette menace si jamais elle devait être réveillée par d'autres scientifiques moins précautionneux. Oui, je confesse que j'ai les mêmes craintes, répond-il. Il y a peu de chances que nous parvenions à convaincre la plus grande des communautés scientifiques. Peut-être serait-il plus sage d'y retourner et d'en apprendre plus sur ce que nous avons vu. Danforth hoche la tête. Je suis d'accord, mais comment savoir ce que nous avons vu n'est pas une hallucination née de l'imagination trop fertile de deux explorateurs par trop fascinés par le bizarre et le macabre, ou par les aventures tortueuses d'Arthur Gordon Pym. Les yeux de Dyer s'étrécissent. La connaissance contenue dans ses yeux sombres vous fait frissonner. Tu dis de telles choses, mais tu n'as pas vu ce que j'ai vu. L'étudiant manque d'étouffer. Ce n'est pas vous qui avez aperçu ce mirage à l'extrémité de la paroi de... Je ne parle pas de mirage, Danforth. Je parle de ce que j'ai vu en toi, répond Dyer. Les choses que tu as dites dans l'aéroplane, l'expression de ton visage, je ne l'oublierai jamais. Le silence envahit la pièce, tandis que Danforth regagne son coin pour se languir de ses propres doutes. Dyer se retourne à nouveau vers vous. Quoi qu'il en soit, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous convaincre? Vous réfléchissez un bref moment, puis secouez la tête. Il y a trop de choses en jeu, surtout si Dyer dit la vérité. Très bien, conclut Dyer avec un soupir. Puisque vous n'avez pas la moindre idée de ce en quoi vous vous engagez, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de venir avec vous. Allez dire au docteur Kensler qu'elle a gagné. Nous serons prêts à partir dans la semaine. Vous lui serrez la main et vous partez vers la porte. J'espère que Danforth a raison, ajoute-t-il dans un murmure. Les investigateurs ont convaincu d'ailleurs d'autoriser l'expédition, ajouter un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Voilà. Donc, on continue sur le prologue 4. Alors, vous voyez là, il y a beaucoup de narration. Hein. Là, on a à peine à la moitié. Hein. Alors, vous levez les yeux vers le ciel couvert en espérant qu'il ne présage pas de choses à venir. Un rayon de soleil perce les nuages. Vous frissonnez et réajustez le col de votre manteau, puis vous poursuivez jusqu'au quai de Boston Harbor.
Réunissez toutes les cartes de cette rencontre, membres de l'expédition. Donc là, c'est effectivement la proposition de réunir l'ensemble des personnages. Donc ça, c'est des personnages qui vont nous être donnés au fur et à mesure. Donc, alors, ça serait bien de les mettre dans l'ordre. Alors ça, c'est effectivement... Hop. Alors ça, c'est effectivement William Dyer. Alors c'est un peu émouvant de voir sa photo pour ceux qui ont lu la nouvelle, hein. Donc, je vais essayer de vous les mettre dans le bon truc. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais essayer de bien cadrer. Voilà. Alors, debout devant la passerelle permettant d'accéder au pont du Théodosia se trouve le docteur Amy Kensler, professeur de biologie à l'université de Miskatonic. Cette scientifique terre-à-terre est un des piliers du département des sciences de l'université depuis plus d'une décennie. Sans daigner lever les yeux de son calepin, elle coche votre nom à votre approche. Content de vous voir à l'heure, monsieur Ellsworth. Va vous monter vos bagages à bord. Bien entendu, répond l'homme en souriant. Il vous tend la main en guise de présentation et vous la serrez. Roald Ellsworth pour vous servir. Alors, justement, on va le... Vous avez à chaque fois une présentation de chacun des personnages. Donc, alors, Monsieur Ellsworth a déjà participé à plus d'une douzaine d'expéditions et nous a été chaudement recommandé, vous explique le docteur Kensler. Je suis sûr que votre expertise nous sera inestimable dans les semaines à venir. Ellsworth lève les yeux au ciel. Son expertise, c'est ça, oui, et la possibilité de l'utiliser comme une bête de somme, ajoute-t-il toujours en souriant, soulevant aisément vos bagages et en les apportant sur la passerelle. Allez, Ellsworth, lance une autre voix en provenance de l'intérieur du navire. Un homme bourru, doté d'une épaisse barbe brune en sort et intime à Ellsworth de se presser le mouvement. On a une tonne de trucs à faire avant d'embarquer. Je suis un peu occupé, la Cookie, répond Ellsworth. Il se tourne vers vous et vous lance par-dessus son épaule. Ne faites pas attention à lui. Cookie est un compagnon quelque peu tapageur, mais c'est un type bien. Mon nom c'est Fredericks, aboie l'homme bourru en retour. James Fredericks. Alors, James Cookie Frédéric. Vous voyez le personnage. Donc, une belle petite galerie en même temps. Hop. Je vous jure que j'ai parfois l'impression d'être le seul qui soit prêt pour ce foutu voyage, grommelle-t-il. Et puis personne ne nous a jamais dit ça portait la poisse de donner à un navire le nom de quelqu'un qui a disparu en mer. Une autre voix s'élève depuis le pont du navire. Cookie, tu voudrais bien avoir l'amabilité de la mettre en sourdine. Il y en a qui travaillent ici. L'homme grogne et retourne dans le navire tout en roulant des yeux. Vous levez la tête et découvrez une jeune femme accoudée au bastingage. Ses longs cheveux bruns sont noués en une épaisse queue de cheval qui lui tombe jusqu'aux épaules. « Et vous êtes là » s'exclame-t-elle en vous voyant. Le docteur Kensler est si enthousiaste à l'idée que vous soyez du voyage. Ravi de travailler avec vous. Toujours sans lever les yeux de son calepin, le docteur Kensler vous la présente d'un grognement. Mademoiselle Takada Hiroko. Notre mécanicienne aéronautique, comme la précédente expédition, nous construisons nos aéroplanes sur place. Ne vous fiez pas à son âge, elle est peut-être l'une des plus jeunes de sa discipline, mais elle maîtrise son sujet. Les autres membres de l'équipage arrivent un par un. Le premier est un homme d'une trentaine d'années, aux yeux verts clairs et aux joues couvertes d'une fine barbe blonde. Monsieur Avery Claypool. Donc le guide de l'Antarctique. Vous annonce le docteur Kensler tandis qu'elle vous serre la main. Monsieur Claypool est un associé de Monsieur Ellsworth. Il nous servira de guide en Antarctique. Sûrement s'il ne fait pas trop froid, plaisante Claypool. Honnêtement, nous avons de la chance si nous pouvons dépasser la barrière de glace. J'ai toute confiance en vos capacités. Nous irons aussi loin que Dyer et Lake. Donc là, encore du texte. Alors, c'est bien ce qui me fait peur, conclut Claypool en s'engouffrant sur la passerelle d'un pas rapide. En chemin, il dépasse Ellsworth et les deux hommes se toisent dans un instant en silence. Vous jureriez que la température a baissé de quelques degrés. Ils sont généralement en meilleurs termes, vous glisse le docteur Kensler à mi-voix. Mais ils se sont récemment brouillés et ils vont devoir apprendre à vivre avec. Ils ne vont pas pouvoir passer leur temps à s'éviter après tout. Vous voyez le regard de Claypool s'attarder sur Ellsworth en une fraction de seconde avant qu'il ne tourne les talons avec une colère et ne monte à bord.
La suivante arrivée est une femme avec la peau mate et de profondes cernes sous les yeux. Dans ses bagages, vous remarquez une trousse de secours ornée d'une croix blanche. Elle tend la main et vous ne pouvez manquer de remarquer les tremblements nerveux du docteur Kensler en la serrant. Merci de nous accompagner dans ce voyage, Mala. Oh, ami, quelqu'un doit bien se charger de vous garder en vie, répond-elle. Un silence pesant s'installe avant que le docteur Kensler ne baisse les yeux en rougissant. Bon, très bien, ajoute la femme avant de monter à bord. Le docteur Kensler s'éclaircit la voix. Docteur Mala Sinha. Docteur Mala Sinha, notre médecin, explique-t-elle. Alors, voilà, j'essaie de vous mettre l'illustration là. Explique-t-elle une fois cette dernière hors de portée d'oreille. Il fut difficile de la convaincre de se joindre à nous avant d'éviter de la déranger pour des petits bobos. Les engelures sont notre pire ennemi sans compter la gangrène et les hypothermies. Faites en sorte qu'elle vous ait à la bonne. Vous ne sauriez trop dire si elle plaisante ou non. Une voix masculine accompagnée d'aboiements canins brise soudain le silence. Agnew! Au pied, bon sang, Agnew! Lance-t-il. Ce doit être Ashvac, le docteur Kensler en rayant un autre nom de sa liste. Quelques instants plus tard, vous voyez un molosse au poil gris bondir dans votre direction, la langue pendante d'excitation. Vous vous penchez pour caresser l'épaisse fourrure de l'animal. L'homme, haletant, parvient enfin à attraper son chien. Agnew, allons! Je pensais t'avoir mieux dressé, octile en tentant de reprendre son souffle. Elia Ashvac. Et voilà, pour une fois. Et notre maître chien, explique le docteur Kensler. Il a la charge des 44 chiens de traîneau que nous emportons avec nous depuis la nourriture jusqu'au dressage. Avec Agnew, cela fait 45, corrige-t-il avant de vous serrer la main. Nous allons peut-être être dans le même bateau pendant un bon bout de temps, alors appelez-moi simplement Elia. Pendant que l'homme et son énorme compagnon montent à bord, vous demandez au docteur Kensler si elle a bien reçu la lettre que vous avez envoyée, détaillant les inquiétudes du docteur Dyer. Je suis au fait de son rapport, répond le docteur Kensler, mais comme je lui ai dit et répété, je n'ai pas l'intention d'annuler ou de reporter cette expédition. Des bruits de pas derrière vous interrompent votre conversation. Quand on parle du loup, murmure le docteur Kensler en sortant le nez de son calepin, vous retournez et vous tombez nez à nez avec le professeur William Dyer et son étudiant Danforth, chacun muni de plusieurs bagages. Je suis ravi que vous ayez finalement décidé de vous joindre à vous, William. Ami, la salue-t-il, je ne suis pas ici parce que je crois au bien fondé de votre mission. Je suis là pour m'assurer que ni vous, ni vos compagnons ne vous fassiez tuer. Vous n'avez aucune idée de là où vous mettez les pieds. Eh bien, vous aurez tout le temps de nous l'expliquer durant le trajet. Elle se tourne vers le docteur Danforth qui fixe le bateau avec un regard où transparaît la douleur. Danforth, j'espère que vous comprenez que vous n'avez aucune obligation de nous accompagner dans cette expédition. Après tout ce que vous avez déjà enduré, commence-t-elle, ses sourcils levés dénotant une inquiétude qui tranche avec son habituelle froideur. J'apprécie votre sollicitude, Dr. Kensler, mais j'ai hâte de revoir l'Antarctique. Je veux et j'ai besoin d'y retourner. Elle suit son regard jusqu'au Théodosia qui monte et descend au gré des oscillations de l'Atlantique. Très bien. Il nous reste encore du matériel à monter à bord. Monsieur Ellsworth va vous aider à trouver vos cabines. Vous acquiescez, embarquez avec l'équipage et les autres membres de l'expédition. Principalement des étudiants de l'université, mais aussi quelques explorateurs indépendants et autres chercheurs spécialisés dans différents domaines. Ceci sous un ciel couvert de nuages gris qui percent furtivement un rayon de soleil argenté. Voilà, bah écoutez, on est prêt à commencer. Et, scénario 1, débuter la campagne. Ah bah voilà, il y a encore, vous voyez, beaucoup de narration. Donc ça, c'est la partie avant voyage. Et donc, bah écoutez, je vous propose de continuer. Ouais, je vous avais dit 10-15 minutes, mais effectivement, il y en a encore pour quelques pages. 8 semaines ont passé depuis que vous avez quitté Boston et elles n'ont pas été de tout repos. Le Théodosia a suivi grosso modo le même itinéraire que ses prédécesseurs, l'Arkham et le Miskatonic, en suivant la côte jusqu'au canal de Panama, avant de filer vers le cercle antarctique. Les icebergs devinrent de plus en plus fréquents à mesure que le temps se refroidissait, ce qui perturbait quelque peu la navigation, mais l'expérience de l'équipage et les carnets de navigation des précédents capitaines rendirent les choses plus faciles. Vous apercevez bientôt les sommets embrumés des monts Erebus et Terror, indiquant la proximité de l'île de Ross, non loin de la barrière de glace qui servira de point de débarquement à l'expédition. Tant que vous approchez de la côte, le docteur Kensler et le reste de l'équipage se réunissent sur le pont du Théodosia pour discuter de la suite.
Nous utiliserons le même système de poulies et de bouée-sièges que l'expédition précédente pour débarquer notre matériel sur la barrière de glace, explique-t-elle. Monsieur Fredericks, Monsieur Ellsworth et Monsieur Claypool, vous prendrez l'un de nos petits bateaux et vous irez jusqu'à la barrière afin de nous trouver une zone de débarquement. Mademoiselle Takada, dès que nous aurons un champ opérationnel, les aéroplanes seront votre priorité. Monsieur Hachevac, je compte sur vous, sur vos traîneaux pour transporter nos provisions depuis la zone de débarquement jusqu'au camp. Sitôt que nous aurons atteint la barrière de glace, nous aurons beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Je ne veux pas avoir à gérer 3 douzaines de chiens au milieu de tout cela, donc faites le nécessaire. Elia lève les yeux au ciel tout en caressant lentement Agnew, assis sagement à côté de lui. Oui, madame. Le professeur d'ailleurs prend la parole. Je déduis que notre piètre matériel est de l'absence de dispositif de fusion que vous ne comptez pas apporter d'échantillons de minéraux. La question est purement rhétorique. Le docteur Kensler secoue la tête. Inutile, mais si nous trouvons un élément intéressant, nous pourrons toujours l'emporter. L'unique but de notre mission est de corroborer les découvertes que vous et Danforth avez faites et de rapporter les preuves plus tangibles de l'existence de cette antique espèce. Ces choses très anciennes comme vous les avez surnommées. Un spécimen vivant serait l'idéal, bien entendu. Une créature si étrange, piégée dans la glace pendant des éons, ce serait comme découvrir un mammouth laineux vivant, j'imagine. Il se renfonne. Un spécimen vivant? Vous êtes conscient que ces choses ont tué la plupart des hommes de Lek, n'est-ce pas? Comment envisagez-vous d'en capturer une exactement? Elle cligne les yeux. C'est vous l'expert, William. Dites-moi. D'ailleurs, fait demi-tour en secouant la tête et en maugréant dans sa barbe. Je savais que c'était une mauvaise idée. Très bien, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Nous mettons pied à terre dans moins d'1 heure. Soyez prêts, dit le docteur Kensler, sonnant ainsi la fin de la réunion. Avant qu'elle ne regagne l'entrepont, vous lui faites remarquer qu'elle ne nous a pas assigné de tâches spécifiques. Oh, va y avoir pas mal de travail manuel à effectuer, répond-elle avec un léger sourire. Continuez sur la partie 1. Après 2 semaines de dur labeur, l'expédition est désormais prête à s'aventurer pour la première fois sur le désert de glace mortel qu'est le continent antarctique. Mademoiselle Takada, aidée de 2 autres mécaniciens, a assemblé 3 aéroplanes le long de la barrière de glace. Un endroit parfait pour décoller et atterrir. Votre équipage converge vers les aéroplanes chargés de suffisamment d'équipements et de provisions pour plusieurs jours. Le plan est d'amener 2 des 3 aéroplanes au-dessus des larges sommets escarpés afin de prendre des clichés aériens de la cité de pierre mentionnée par Dyer, si tant est qu'elle existe vraiment. Si nous trouvons une zone d'atterrissage convenable, nous pourrons établir un avant-poste temporaire, explique le docteur Kensler. D'ailleurs, Danforth, Fredericks et Claypool y resteront tandis que nous rentrerons au camp principal. Ensuite, nous utiliserons les traîneaux pour convoyer des provisions d'un camp à l'autre. Sinon, nous nous contenterons de reconnaître la zone avant de rentrer au camp principal. L'équipe acquiesce et commence à embarquer. Donc, il y a un petit truc marrant, c'est qu'il vous demande si Winifred Ababock existe. Donc, en sachant que c'est une extension payante, il y a un petit côté américain qui ne peut s'empêcher de poindre. Alors, nous passons donc pour nous qui n'avons pas tout et l'intégralité à l'introduction 3. Introduction 3. Bouclez vos ceintures, lance le pilote. Vous grimpez sur votre siège et préparez au décollage. L'un après l'autre, les 2 aéroplanes décollent de la barrière de glace et s'engouffrent à travers le brouillard opaque. Les violents vents antarctiques et l'épaisse brume sont loin de constituer les meilleures conditions de vol. Idéal. Mais vous progressez néanmoins à travers les envoûtants mirages polaires, les kilomètres de désert gelé et les congères stériles. Au loin se dessinent des montagnes ressemblant à un vibrant château, enchanté flottant au-dessus des nuages. Que c'est beau, énonce calmement le docteur Kensler en les observant par le hublot. Et encore, ce n'est rien, commence Dyler. Attendez de voir. Il est interrompu par la tempête qui éclate. Les vents hivernaux sont si soudains et si violents qu'ils vous décolleraient presque de votre siège. Les aéroplanes tanguent au gré des vents et plusieurs des passagers se mettent à crier derrière vous. Que diable, grogne Fredericks. Nous devons faire demi-tour, hurle Claypool. Ces bourrasques vont nous abattre si nous continuons. Nous sommes si proches, dit amèrement le docteur Kensler. Nous n'avons pas le choix, rétorque-t-il, mais il est trop tard. L'appareil pique vers le sol et le pilote ne parvient pas à le redresser. Tous les passagers remarquent la silhouette noire dans le ciel en même temps que vous. C'est une ombre massive comme un rideau jeté entre les montagnes ou peut-être les ailes déchirées d'un behémoth antédéluvien. Il vous scrute de ses effroyables yeux vides, puis il est sur vous et... Vous reprenez connaissance et ressentez une vive douleur. À travers la fumée,
vous pouvez vaguement percevoir les cris étouffés à l'extérieur de la carcasse brûlante de l'aéroplane. Quelqu'un vous saisit par le bras, vous tire de l'épave et vous jette sur la tendre neige. D'autres cris éclatent autour de vous. « Il y en a un autre! Vite! Attrapez ma main !» Vous vous relevez à grande peine. Par miracle, vous en êtes tiré avec seulement quelques brûlures et éraflures. La plupart des membres de l'équipage sont indemnes, sauf... Alors, maintenant, on va réunir donc les 9 soutiens. Et l'un des personnages vient d'être tué pendant l'expédition. Donc ça c'est un des twists du jeu qui est vraiment très marrant. Après avoir une belle description, un beau narratif de quasiment chacun des personnages, et bien dès le début, ça commence par un mort. Donc ça rappelle un petit peu l'expédition, un film, vous voyez, je me souviens plus du titre, malheureusement, vu que je le dis en même temps. Voilà. C'est avec les loups, je me souviens plus. Voilà. Et donc, ça commence. Donc, si vous avez eu le temps de vous attacher à un personnage, espérez que ce n'est pas lui. En sachant que chaque personnage a évidemment des capacités différentes qui peuvent être très utiles selon votre personnage ou votre construction de build. Alors, voilà. Là, qui est morte, c'est Takada Hiroko, donc la mécanicienne. Alors, évidemment, en plus, elle était très puissante, très intéressante, vu qu'elle donnait énormément de ressources. Donc là, c'est vraiment un sale coup. J'avais pas forcément prévu de jouer avec elle, même si effectivement son pouvoir. Donc elle nous quitte. Voilà, donc déjà la campagne s'arrête pour elle, la pauvre, un PNJ de moins quoi. Et là on peut lire effectivement voilà, un petit texte concernant chacun. Dans une cruelle ironie de l'histoire, Takada gît morte dans l'appareil qu'elle avait elle-même assemblé. L'équipe reste silencieuse le temps de réaliser. Elia observe le ciel en proie au désarroi. Que diable était cette chose? Cette ombre, je n'ai jamais rien vu de tel. Danforth répond dans un grognement à peine audible à cause des hurlements du vent. Les ailes, les yeux des ténèbres, un solide sans fenêtre à 5 dimensions. Il lève les yeux quand il se rend compte que le reste de l'équipe le fixe, les yeux écarquillés. Nous n'avons pas le temps de la pleurer, déclare le docteur Kensler, la nuit va bientôt tomber. Elia secoue la tête en guise de protestation. « Allons, Kensler, Takada est morte. Laissez-nous une seconde, voulez-vous ?»« Non, elle a raison, dit le professeur Dyer. Nous ne voulons pas finir comme elle, nous devons bouger. » Vous voyez, une belle immersion. Et là, on peut enfin commencer le scénario après vraiment une partie narrative très longue, très forte et en plus dramatique, donc bien amenée. Donc voilà, j'ai souhaité faire quand même cette vidéo pour la narration, hein, pour ceux qui aiment ça. Et puis moi aussi, je souhaitais le partager avec vous. Donc écoutez, je vais faire dans une seconde vidéo la mise en place des investigateurs. En tout cas, merci à ceux qui ont eu la patience et le courage de suivre cette vidéo. Et je vous retrouve à tout de suite ou dans quelques jours pour ceux qui suivront l'aventure pour justement faire le scénario. Encore merci, à bientôt. Au revoir.